Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'affaire des accusations de triche à l'encontre de Hans Niemann. Je vous promets pas de preuves mathématiques de la culpabilité de Hans, ça serait évidemment impossible, mais ce que je vous garantis, c'est que de 1, ce que je vais vous montrer n'a jamais été montré auparavant, et de 2, ce sont les indices, c'est le faisceau d'indices de très loin le plus compromettant jamais évoqué auparavant. Alors, tout est parti d'un message d'une amie qui est encore plus nerd que moi. Ça existe. Il y en a au moins une. Elle m'a demandé si j'avais vu ce tweet en réponse à un tweet de Boris Savruk, un très fort grand maître américain, sur l'affaire d'Autriche. Bon, à l'époque, il y avait zéro quote, zéro like. Donc, j'ai dit non, ma chérie, tu es la seule à avoir vu ce tweet. Qui met un lien vers ce tableau que j'ai refait et on va y revenir. Et donc, on a essayé de comprendre les chiffres, on les a compris et ça nous a amené sur Chessbase. Il existe une fonction d'analyse de Chessbase quand on va dans Analyse Last Check. Ça ouvre le module par défaut, donc pour moi Stockfish 15, et quand on reclique là-dessus, Analyse Last Check, qu'on clique sur Analyse Standard, on va obtenir à la fin une corrélation de la partie avec le module. Donc c'est pas du tout le nombre de premiers coups, le pourcentage de premiers coups, c'est plus compliqué que ça, c'est un algorithme créé par Chessbase qui est secret, ça ressemble un peu à ce que propose chess.com, si vous avez déjà vu les pourcentages, 97%, ce genre de truc, c'est un peu le même genre, mais c'est différent. Les chiffres ne correspondent pas exactement entre Chessbase et chess.com. Et donc ça nous donne un pourcentage pour les blancs et pour les noirs de corrélation de la partie avec le module. Alors à quoi correspondent les pourcentages? C'est ce qu'on va voir dans l'aide de Chessbase. Donc voici ce que nous dit brièvement l'aide de Chessbase, que c'est bien une corrélation entre les coups joués et les coups du module, que c'est pas nécessairement un signe de triche par ordinateur, parce que les forts grands maîtres peuvent avoir de très hauts scores dans les parties assez simples si l'adversaire joue mal typiquement. Il y a les parties historiques avec des scores de plus 70%, et donc c'est plutôt les faibles valeurs qui indiquent que la personne n'a pas triché. Parmi les grands maîtres du top 10, ils ont régulièrement des parties à plus de 50%. Et donc le record sur une partie, nous dit l'aide de Chessbase, a été obtenu par Sébastien Feller dans sa partie contre Setou Rahman avec un score de 98%. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est à cette époque que Sébastien Feller a été pris et condamné pour avoir triché avec un module. Et donc le score de 98% était similaire dans les autres parties de ce championnat de Paris 2010 que Sébastien a remporté avec une performance de 28,59. Donc j'ai parlé avec une personne qui a analysé des milliers de parties avec cette analyse de Chessbase Last Check qui m'a donné ces corrélations. Donc ça c'est pas pour une seule partie, c'est pour donc plusieurs parties. Parce que sur une partie, n'importe qui peut avoir un score élevé, mais pas sur des dizaines de parties consécutives. Donc 98% ça correspond à Sébastien Feller à Paris 2010. 72-75% c'est les champions du monde de correspondance avant la période des modules. Donc en gros le jeu d'échecs humain le mieux joué de tous les temps. 72% ça correspond au score de Bobby Fischer durant sa fameuse série de 20 victoires consécutives, là où il a notamment battu Taimanov et Larsen 6-0. Donc peut-être la meilleure série de 20 parties consécutives jamais jouées par un humain en présentiel. 70% c'est le score de Magnus Carlsen à son pic. 69% c'est Garry Kasparov à son pic. 62-67% c'est les scores standards pour des super grands maîtres. 57-62% c'est des scores normaux pour des grands maîtres normaux entre guillemets. Et donc on va appliquer cette analyse last check de Chessbase aux parties de Hans Niemann. On commence par un de ses récents tournois en août 2022. Donc là, une victoire contre un 26-41, on voit qu'il a un score de 49%, son adversaire 37%, tout à fait standard, pas besoin de regarder la partie. Un match nul contre un 2644, il a un score de 69% avec les noirs, 61% pour son adversaire. Bon, tout à fait normal. Un autre match nul contre un 2700, il a un score de 47%, son adversaire 46%. Ok, c'est classique. Une défaite contre un jeune indien, il a un score de 51%, son adversaire à 74%, donc ça serait incroyable si Sanal pouvait garder ce niveau
de jeu en moyenne, mais là c'est pas en moyenne, c'est une victoire, donc c'est sur une partie, c'est tout à fait standard là aussi, rien de suspect. À titre de comparaison, la dernière victoire de Magnus Carlsen contre Jan Nepomniachtchi, donc c'était une démonstration positionnelle, hein, on va pas analyser la partie juste pour faire défiler les coups, il rentre en finale, il prend la paire de fous, il a l'avantage d'espace à l'aile roi, il presse son adversaire, donc c'est vraiment Magnus Carlsen au sommet de son arme, c'est le genre de partie que je trouve les plus belles à ce jeu, alors pas beaucoup de tactique, hein, mais c'est une démonstration positionnelle contre un joueur en forme à 2800. Donc là, les blancs ont un pion de plus maintenant, plus de paire de fous. Voilà, ils gagnent un deuxième pion et l'abandon dans cette position des noirs. Donc c'est Magnus Carlsen au sommet de son art, le meilleur joueur de tous les temps qui joue à son maximum et il a un score de 79%. Bravo Magnus. On va maintenant appliquer cette analyse last check aux parties que je considérais suspectes de Hans Niemann et on va commencer par sa partie contre Mishra Abhimanyu. Donc c'était la partie, je ne vais pas l'analyser à nouveau, on l'avait regardé très brièvement, hein. Et donc c'est la partie où il y a cette manœuvre incroyable dans cette position. Il joue G3 avec les noirs, et sur H3, cavalier G4, et évidemment le cavalier est imprenable, mais on se demande pourquoi il l'a mis là. On va avoir la réponse, il le met en H2. Bon, très bizarre de vouloir le mettre en H2, parce que la tour s'en va, après avoir attaqué la tour noire par la dame, les blancs bougent leur tour, et le cavalier toujours en H2, isolé, tout seul. Bon, c'est vraiment une manœuvre comme j'ai jamais vu. Les noirs redonnent la qualité qu'ils avaient prise et ils rentrent en finale. Après le tour H6, on se dit c'est pour prendre le pion D6. Pas du tout, parce que ici sur tour prend D6, il y aurait cavalier prend G3, H prend G3, tour prend G3 et le cavalier H2 serait perdu. Donc les noirs échangent les tours. Et dans cette position, on commence à comprendre toute la profondeur de cette idée incroyable. C'est que le cavalier est certes coincé en H2, mais le roi blanc est coincé en G1. Et dans cette finale, il y a un fou chacun, mais les noirs jouent avec leur roi et les blancs ne jouent qu'avec leur cavalier. Et le roi est plus fort que le cavalier en attaque en finale. Et comme on sait, Hans Niemann a converti de main de maître. Alors à l'époque il était que maître, mais c'est plutôt de main de super grand maître, hein, une technique irréprochable. Très joli G2, échec, force frappe en G2, cavalier F4, transposition en finale de pion avec le pion passé éloigné et abandon dans cette position. Donc une partie incroyable, c'était pour moi la partie la plus suspecte de Hans Niemann. Bon, j'ai pas tout regardé évidemment, mais du peu que j'avais vu et aussi en parlant avec des joueurs et joueuses plus forts que moi, c'était la partie la plus suspecte avec cette manœuvre jamais vue auparavant. Et Hans Niemann n'a que un score de 72%. Donc en fait, c'est le même score que Bobby Fischer avait en moyenne sur la 20 séries de victoires. Donc sur une partie, ça va, c'est tout à fait dans le domaine du raisonnable, de l'imaginable. Score de 72% sur une partie. Bravo Hans, t'as super bien joué. Et voilà, c'est quoi de plus normal. On va regarder maintenant d'autres parties. On va commencer par une partie de Hans Niemann contre Mathieu Cornet, le champion de France 2016, un de mes amis, et puis un joueur très connu en France. Et donc on regarde juste brièvement la partie pour se faire une idée a priori juste en cliquant sur flèche droite. Bon, les dames vont pas tarder à s'échanger, donc on voit Hans Niemann qui a refusé de la nulle dans cette position. Là, les joueurs rentrent en finale, mais évidemment, avec la tour sur la 7ème rangée, la colonne C dans les mains des blancs, et le roi qui ne peut pas roquer, du coup les tours ne sont pas connectées, les blancs ont un gros avantage. Bon, les noirs perdent un pion, et abandon dans cette position. Donc une démonstration de Hans Niemann un peu similaire à celle de Magnus Carlsen contre Jan Nepomniachtchi, sauf que bon, c'était pas Nepo en face, c'était que Mathieu, désolé Mathieu. Mais une partie vraiment impressionnante de Hans, à première vue en tout cas. D'ailleurs, j'ai parlé de cette partie à Mathieu, et il m'a dit que, ouais, il s'était fait dominer comme rarement, hein. Mathieu, il faut savoir, c'est quelqu'un qui a fait nul contre Magnus Carlsen, il a fait nul contre MVL aussi. Donc il sait vraiment jouer aux échecs contre les meilleurs joueurs du monde, et il avait eu cette impression de domination comme il a rarement. Mais il avait déjà eu cette impression de domination, notamment il m'a dit qu'en affrontant Vlad Tkachtchov, il a déjà eu ce côté ok,
était beaucoup plus fort que moi. Et donc là, c'était un peu ce qu'il avait eu. Après la partie, il avait demandé à son adversaire, est-ce que c'est quand je joue cavalier G4 que je me suis trompé? Et donc oui, d'ailleurs, la réponse est oui, cavalier G4 dans cette position n'était pas un bon coup. Hans avait répondu d'une manière provocative, comme maintenant on sait que ça lui ressemble. Non, mais c'est pas cavalier G4 qui est mauvais, c'est ton ouverture qui est mauvaise. Ok. Mais le bilan de Mathieu après cette partie, c'était qu'il n'y avait rien de suspect. Juste cette impression de jouer contre un joueur beaucoup plus fort que lui, d'une autre classe, mais c'est la vie. Donc Hans n'était que 24,78 à l'époque, mais en 2020, mais c'était avant son énorme progression. Donc ok, d'après Mathieu, une partie bizarre, mais rien de suspect, en tout cas pas du tout de quoi le suspecter de triche. Quel score a obtenu Niemann pour cette brillante victoire? On va regarder. Oh, 100%. Mieux que Sébastien Feller au championnat de Paris. Ok, ça c'est chelou. Mais bon, peut-être que ça peut arriver. Donc, alors Chessbase n'est pas au courant. Hein. Il faut leur dire de mettre à jour leur aide, parce que d'après leur aide, le meilleur score obtenu sur une partie, c'est 98% par Sébastien Feller. Donc il faut prévenir Chessbase que, ok, on a un nouveau record, mais sur une partie, ça peut arriver. Bon, il a fait la partie de sa vie, il a joué, voilà, once in a lifetime, hein. Une fois dans une vie, ça peut arriver. Est-ce que ça peut arriver 2 fois? Eh ben ouais. Par exemple, dans cette partie, donc Hans a les noirs, donc je vais juste faire flèche droite, toc toc toc. Bon, peu importe, hein, je vais pas du tout analyser, donc si vous arrivez à suivre très brièvement, super, sinon c'est pas grave, de toute façon vous pouvez regarder, c'est une partie, championnat du monde jeune, je vais contre Soto Miguel, abandon des noirs, donc voilà une victoire en 27 coups contre un joueur à moins de 2300, bon, sur le papier rien de plus normal, mais très bizarrement, l'analyse de la check de Chessbase donne encore un score de 100%. Ok, peut-être ça peut arriver 2 fois dans une vie. Bon, vous me voyez venir. Ça, c'était la fameuse partie que j'ai analysée aussi. Je trouvais suspecte. Bon, c'était une démonstration de Hans Niemann avec les noirs. Hein, donc, je l'avais regardé très brièvement dans ma précédente vidéo. Et ben voilà, donc il a juste explosé son adversaire à 2400. Mat presque sur l'échiquier. Enfin, les blancs s'arrêtent, abandonnent à un coup du mat. Ok, et donc le score 200%. Bon, on est à 3 parties. 4e partie, encore un score de 100%. Donc on est en 2021. Donc il a les noirs encore. Bon, je fais juste flèche droite. Bravo Hans. Pour être franc, j'ai même pas regardé les parties. J'ai juste regardé le score. Donc là, je fais flèche droite avec vous. Encore une victoire à 28 coups. En 28 coups contre un adversaire à 2400. Sur le papier, ça arrive. Mais encore un score de 100%. Ce qui, ça, ne doit pas arriver. Une autre victoire, 100%. Bravo. Donc cette fois-ci, il a les blancs. On fait flèche droite. Bon, c'est que un 2200. Donc sur le papier, c'est tout à fait normal qu'un joueur aussi talentueux, se dit-on, gagne facilement en 31 coups contre un adversaire à 2200, mais il y a toujours ce score de 100%. Autre partie, même score, 100% pour les noirs. Bravo Hans, décidément c'est incroyable. Le record était de 98%, mais Hans a fait 100% plusieurs fois. Magnifique victoire de Hans Niemann à nouveau. Une autre partie, score de 100% contre un 2400. On fait flèche droite, toc toc toc. Alors la partie plus longue, je crois celle-ci. Donc si on la regarde humainement, c'est une démonstration de jeu positionnel, mais rien de trop bizarre quoi. Il a tour et 2 pions contre 2 pièces mineures. Bon, les 2 pions sont passés, mais ils sont doublés, isolés. C'est un combat intéressant. Et puis, voilà, abandon dans cette position.
bravo Hans, mais c'est tout à fait standard pour un 2600 contre un 2400. Mais bon, 100%. Autre partie, même score. Donc je suis assez muette parce que je sais, j'ai pas aucune envie de commenter des parties jouées a priori du coup par un ordinateur ou jouées en tout cas comme un ordinateur. Et donc voilà, nouvelle victoire brillante de Hans Niemann. Autre partie, même score 200%. Cette fois-ci contre un grand maître à 2500. On voit qu'il y a beaucoup de styles différents aussi, hein. Des parties très tactiques, des parties positionnelles. Hans sait tout faire et il arrive à obtenir des scores de 100% dans tous les domaines du jeu. Donc vraiment un joueur incroyable, hein, digne de Stockfish. Encore mieux que Sébastien Feller à l'époque. Alors, on revient à ce fameux tableau rempli de chiffres. Donc, il a été compilé par Gambitman. Alors, Gambitman, moi, je sais qui c'est. On a longuement parlé hier soir. Je connais son nom. Mais Gambitman souhaite rester anonyme, donc je ne vais pas en dire plus. Ce tableau, je vous donne accès. Vous pouvez non seulement le consulter, mais même télécharger toutes les parties en quelques clics avec les analyses Let's Check. Donc, si vous avez Chessbase, vous pouvez vérifier tout ce que je vous dis par vous-même. On retrouve les scores de 100% un peu de manière éparse, il y en a un peu partout. Et on voit aussi une autre bizarrerie, c'est cette série de 5 tournois consécutifs. Donc tous les tournois sont triés par ordre chronologique. On a à l'été 2021 5 tournois consécutifs avec un score de 70, 70, 79, 79 et 69. Donc pendant ces 5 tournois consécutifs, Hans Niemann a joué avec un score de 73% en moyenne, même plus que 73. Pour rappel, 72-75, c'est le range des champions du monde par correspondance avant les modules. 72%, c'est Bobby Fischer durant sa série de 20 victoires. 70%, c'est Magnus Carlsen à son meilleur. 69%, c'est Garry Kasparov à son top. Et donc là, on a pendant 5 tournois consécutifs Hans Niemann qui joue avec un score de plus de 73%. C'est tellement étrange que je me suis demandé, mais comment est-ce que Kenneth Regan, l'expert anti-triche de la FIDE dont j'ai parlé, n'a pas pu se rendre compte? Incompréhensible à mon sens. Alors j'ai regardé les scores compilés par Kenneth Regan, donc ça aussi c'est public, je vais mettre le lien dans la description. Très brièvement, le score qui nous intéresse c'est le ROI, donc ça c'est le score obtenu par l'algorithme secret de Kenneth Regan, c'est celui qu'utilise la FIDE pour vérifier la triche éventuelle de joueurs suspects. En gros, le ROI de Hans Niemann là, sur la période compilée par Kenneth Regan, donc c'est 2019-2022, est compris entre 62.3 et 36.3. Il est centré en 50, il y a autant de tournois, ou un peu plus que 50, mais peu importe. En gros, il y a autant de tournois avec un score au-dessus de 50 qu'en dessous de 50, et c'est exactement ce qu'on attend de ce ROI d'un joueur qui ne triche pas. Important. Parce que si on suppose que le joueur ne triche pas, en gros, son ROI va suivre une distribution normale. Donc ça ressemble à ça c'est Wikipédia, sauf que au lieu d'avoir 0 plus 1 sigma plus 2 sigma plus 3 sigma plus 4 sigma, on a 50, 55, 60, 65, 70. Et donc 45, 40, 35 et 30. Bon, il faut savoir, je suis pas du tout mathématicienne, hein, juste des petits côtés nerd qui fait que je m'intéresse de temps en temps à tout ce qui est proba et stats, mais c'est pas du tout mon domaine d'expertise. Mais on voit que la très grande majorité, donc 95% des tournois chez les joueurs qui ne trichent pas, vont être compris entre moins 2 sigma, donc 40, et plus 2 sigma, donc 60. Et il y aura très peu de tournois au-dessus de 60, très peu de tournois en dessous de 40, 2,5%, 2,5%. Et c'est exactement ce qu'on retrouve chez Hans Niemann. Il y a 3 tournois au-dessus de 60, mais légèrement au-dessus. Bon, 62.3, ça commence à être beaucoup au-dessus, mais c'est tout à fait standard. Et de la même manière, il y a un tournoi nettement en dessous
de 40 et 2 tournois à 40.2. Et donc c'est centré en 50, ça suit exactement une distribution normale. Donc c'est ce qu'attend Kenneth Reagan et c'est pour ça qu'il conclut qu'il n'y a rien de suspect chez Huntsiman sur la période 2019-2022. Mais j'ai récupéré les ROI de Kenneth Reagan himself pour ces 5 tournois et voici ce que j'ai obtenu. Donc il y a 57.9, 55.5, 55.6, 55, 54.6, 50.6. Ça c'est même le 6e tournoi que j'ai rajouté aussi en bonus, pas très suspect, mais voilà, je l'ai rajouté parce qu'il est au-dessus de 50. Alors, je reviens un instant sur le site de Kenneth Reagan et en plus des ROI de Hans Niemann, il a compilé ceux d'un tricheur qui a été condamné pour triche à Rosis sur la période où il a triché, parce que c'était un fort grand maître qui évidemment avait obtenu son titre sans tricher, donc mais à un moment il a une progression incroyable à plus de 50 ans, donc il était suspecté, puis finalement il a été pris sur le fait en train de tricher à l'Open de Strasbourg. Et donc Kenneth Reagan a compilé ses scores, on voit qu'il y en a aucun qui est au-dessus de 64, c'est 64 le max. Donc sur un tournoi, c'est pas des choses trop bizarres, mais là où c'est inexplicable, c'est que sur autant de tournois d'affilée, il n'y a que des scores au-dessus de 50 de ROI. Hein, donc en gros, tous les tournois de Rosis, ils appartiennent à cette partie de la courbe, et même d'ailleurs plutôt à cette partie de la courbe. Et donc ça, c'est pas possible. On ne peut pas, sans avoir triché, faire autant d'excellents tournois consécutifs. Et c'est un peu ça qui est très étrange sur cette série de tournois, parce que par exemple le score obtenu à l'Open de Philadelphia, 57.9, ça correspond chez quelqu'un qui ne triche pas à un tournoi sur 18. Donc si on prend une population où personne ne triche, il y aura un tournoi sur 18 qui aura un ROI de 57.9 ou plus. Donc ça arrive. Mais juste le tournoi d'après, il a eu un score de 55.5, ce qui correspond à un tournoi sur 7, chez une personne qui ne triche pas. Donc ça, vu que les probabilités se multiplient, c'est déjà très bizarre, parce qu'on arrive à multiplier les probabilités à une probabilité inférieure à 1%. Parce qu'il y a un événement qui arrive une fois sur 18 chez quelqu'un qui ne triche pas, puis un événement qui arrive une fois sur 7 chez quelqu'un qui ne triche pas, donc chez quelqu'un qui ne triche pas, ça va arriver très rarement d'avoir les deux consécutifs. Et donc les 5 et même les 6 consécutifs, ça arrive une fois sur 77 000, en gros. Alors, il faut bien comprendre que ce n'est pas du tout la probabilité que Hans Niemann ait triché, si on se base juste sur les chiffres de Kenneth Reagan. Hein. Ce 1 sur 77 000, ça arrive à la fréquence de voir un tel tournoi dans une population qui ne triche pas. C'est pas du tout la même chose que la probabilité que le joueur ait triché, sachant qu'il ait fait ça. Pour bien comprendre cette différence, si on imagine un monde parfait où il y a des dizaines de milliers de joueurs et aucun ne triche, et une fois toutes les... pour chaque 77 000 joueurs, il y en aura un qui va faire une telle série incroyable de tournois. Mais on sait qu'il n'a pas triché parce qu'on vit dans un monde parfait, il ne triche pas. Donc, sachant cette probabilité, quelle est la probabilité que Hans Niemann ait triché juste avec les chiffres de Kenneth Reagan? En fait, on ne peut pas le dire, ça va dépendre de la probabilité a priori que Hans Niemann triche. Si on pense que cette probabilité est de 0 parce que on est convaincu que Hans Niemann ne triche pas, et ça reste 0. Il y a eu un événement bizarre, une série incroyable de tournois, mais ça reste 0. Si vous pensez qu'il y a une personne sur 10 000 qui triche aux échecs et que Hans Niemann est une personne comme les autres et qu'il a une probabilité de tricher a priori de 1 sur 10 000, dans ce cas-là, si on fait le calcul bayésien à la louche, il y a 80 000 personnes, on va dire. Il y a une personne qui va obtenir ses résultats sans tricher. Il y a 8 tricheurs. Et donc, la probabilité que Hans Niemann triche, sachant qu'il a obtenu cette série de 6 tournois incroyables,
et de 8 sur 9. Il y a 9 personnes qui ont ces résultats, 8 tricheurs, 1 non-tricheur, 8 chances ou risques sur 9 que un Slimane triche. Donc voilà, tout ce que je viens de vous montrer ne constitue évidemment pas une preuve mathématique, mais c'est clairement et de très loin l'indice, le faisceau d'indices le plus compromettant cueilli sur un Slimane. Vous pouvez vérifier toutes ces analyses, tous ces chiffres, toutes ces données, toutes ces analyses last check sur Chessbase par vous-même. Vous avez les liens dans la description. Alors vous vous demandez sûrement quels ont été les scores obtenus par Hans Niemann lors de ces 2 victoires contre Magnus Carlsen. Tout d'abord celle de la FTX Crypto Cup, et bien 67% pour Hans contre 36% pour Magnus, et lors de la fameuse partie de la Sinquefield Cup, celle qui a fait arrêter le tournoi aux champions du monde, eh bien 71% pour Hans Niemann contre 46% pour Magnus Carlsen. Alors voilà, je vous laisse tirer vos propres conclusions sur est-ce que Hans Niemann a déjà triché en présentiel, et si oui, est-ce qu'il a déjà triché contre le champion du monde. Vous avez maintenant plus d'informations qu'avant, j'espère que vous les trouvez pertinentes, et je vous dis à très bientôt, ciao.